Sophia Thompson Evergreen n'en croyait pas ses yeux lorsque, à peine 3 mois après avoir hérité de 5 milliards et quitté Isabella, la maîtresse de son ex-mari Julian, lui criait « Tu as quitté un milliardaire ». Dans ce même parking, Julian se présenta au tribunal des affaires familiales avec une armée d'avocats, exigeant la garde exclusive de leur petite Lila, prétextant qu'une milliardaire en deuil était mentalement instable et inapte à élever un enfant. Le même homme qui avait divorcé de sa femme enceinte 24 heures après le décès de son père. Le même homme qui avait épousé sa maîtresse alors que les mains de Sophia sentaient encore les fleurs funéraires, se tenait maintenant devant un juge, plaidant qu'il avait le droit de récupérer la fortune d'1 milliard de dollars qu'il avait abandonné. Mais ce qui a brisé le cœur de Sophia en 1000 morceaux, ce n'était pas seulement la tentative de Julian de lui prendre son bébé. C'était de voir Isabella, assise dans la galerie du tribunal, non plus son épouse après l'échec de leur mariage de 6 semaines, mais désormais son témoin expert, prête à attester que Sophia était une mère indigne. La maîtresse qui avait murmuré « enfin » à la mort du père de Sophia essayait maintenant d'aider Julian à lui voler la petite fille que son père n'avait jamais connue. Ce que Julian ignorait lorsqu'il a présenté sa demande de garde. Ce que Isabella ignorait en s'apprêtant à témoigner sous serment, c'est que le père de Sophia avait prédit ce moment précis dans une lettre scellée, confiée à son avocat et à n'ouvrir que si Julian tentait un jour de revendiquer ses droits parentaux. Son père y avait inscrit 3 mots dévastateurs qui deviendraient l'arme de Sophia. Ne montrer aucune pitié. Et cette lettre contenait des preuves, des enregistrements, des éléments concernant Julian qui le détruiraient d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La question n'est donc pas seulement de savoir ce qui s'est passé après qu'elle a hérité de 5 milliards et laissé sa maîtresse hurlante. Voilà. Que fait une mère milliardaire, protégée par le soutien indéfectible de son père, lorsque son ex-mari tente d'instrumentaliser le système judiciaire pour lui voler son enfant? Comment une femme qui a tout perdu trouve-t-elle la force de se battre contre l'homme qui l'a un jour forcé à le supplier de rester? Et quel secret le père de Sophia a-t-il découvert sur Julian durant les dernières semaines de sa vie? Des secrets si sombres, si accablants, que lorsque le juge les entendrait, Julian ne perdrait pas seulement la garde de son enfant, il perdrait tout. Car ce que Sophia a fait ensuite n'a fait qu'aggraver la situation de Julian, et les cris de Isabella. Ce cri a semé le trouble dans toute la ville, remettant en question toutes ses certitudes sur le pouvoir, la justice et les conséquences de la sous-estimation de l'amour maternel. Mais je m'emballe. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 3 mois après les cris dans le parking, jusqu'au matin où Sophia a ouvert la boîte à musique de son père et y a trouvé la lettre qui allait tout changer. Écoutez, si vous avez manqué la première partie de cette histoire, le lien est dans la description. Regardez-la d'abord, car ce qui va suivre sera 10 fois plus poignant quand vous saurez comment Sophia en est arrivée là. Mais si vous êtes déjà à jour, abonnez-vous sans plus attendre. Cette partie de l'histoire de Sophia vous montrera que le karma ne s'attaque pas seulement aux méchants. Il laisse des traces. Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que les enfants méritent d'être protégés de ceux qui ne les convoitent que pour leur argent. Et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû vous battre pour quelque chose que vous pensiez avoir déjà gagné? Racontez-moi, car Sophia va nous montrer ce qu'est un vrai combat. Revenons-en à cette boîte à musique, car ce que son père y avait laissé allait la donner la force d'affronter le combat de sa vie. La boîte à musique trônait sur la commode de Sophia, dans son immeuble de Brooklyn, enveloppée dans du papier de soie légèrement jauni par le temps. Elle était arrivée 3 jours plus tôt, le jour des 3 mois de Lila, livrée par Édouard Beaumont avec un simple mot. Ton père avait laissé des instructions pour que tu reçoives ce courrier lorsque ta fille aurait 3 mois. Il avait dit que tu saurais quand l'ouvrir. Sophia l'avait fixé du regard pendant ces 3 jours, redoutant son contenu. Une autre lettre, un autre souvenir de l'homme qu'elle avait perdu, une autre vague de chagrin qu'elle ne savait pas pouvoir surmonter en s'occupant seule de son nouveau-né. Mais ce matin-là, alors que Lila dormait paisiblement dans son berceau et que le soleil inondait la chambre d'enfant que son père avait conçue sans jamais la voir, Sophia l'ouvrit enfin. La boîte à musique était magnifique, en palissandre sculpté à la main et incrusté de nacre, représentant un père tenant sa fille sous un ciel étoilé. Lorsqu'elle souleva le couvercle, une douce mélodie se mit à jouer, une berceuse que son père lui fredonnait quand elle était petite. À l'intérieur, nichée dans du velours, se trouvait une clé USB dans une enveloppe scellée, écrite de la main de son père. À n'ouvrir que si Julian tente d'enlever Lila. Crois-moi, ma chérie, je te protège. Les mains de Sophia tremblaient tandis qu'elle fixait ces mots. Son père l'avait su. Même 3 mois avant sa mort, même en luttant contre le cancer, même lorsque Julian faisait semblant d'être un mari dévoué,
Son père savait que cela arriverait. Elle avait envie d'ouvrir l'enveloppe sur le champ, de voir ce qu'il lui avait laissé. Mais quelque chose l'en empêcha. Un instinct lui disait « Pas encore. Attends d'en avoir besoin. Attends le bon moment. » Elle rangea la boîte à musique dans son coffre-fort, à côté des documents relatifs à son héritage, et tenta de l'oublier. Cela dura exactement 2 semaines. Sophia était dans son bureau, Lila faisait la sieste dans un berceau à côté de son bureau, lorsque son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle a failli ne pas répondre, mais quelque chose l'a incitée à décrocher. Sophia Thompson. Une voix féminine professionnelle. Oui, c'est Elizabeth Grant du cabinet d'avocats Donovan & Partners. Je vous appelle au nom de mon client, Julian Thompson, concernant une affaire de garde d'enfants mineurs, Lila Rose Thompson Evergreen. Le sol s'est dérobé sous les pieds de Sophia. Affaire de garde. Monsieur Thompson demande la garde exclusive, physique et légale, de sa fille. Vous recevrez les documents sous 48 heures. Nous espérions trouver un accord à l'amiable, mais compte tenu de votre état mental actuel et des doutes quant à votre aptitude à être parent, mon client estime n'avoir d'autre choix que de saisir la justice. Mon état mental. La voix de Sophia était glaciale. J'y vais très bien. J'élève ma fille. Quels sont vos soucis? Ceux exposés dans la requête. Vous les verrez quand vous la recevrez. Nous vous recontacterons. L'avocat raccrocha. Sophia resta assise, le téléphone à la main, le regard vide. Il essayait de lui prendre son bébé. L'homme qu'il avait abandonné alors qu'elle était enceinte. L'homme qui avait épousé sa maîtresse alors que la tombe de son père était encore fraîche. Il cherchait à lui prendre le seul membre de sa famille qui lui restait. Lila remua dans son berceau, émettant ses petits sons qui annonçaient son réveil imminent. Sophia contempla sa fille de 3 mois, parfaite, innocente, avec les yeux de son père et le sourire de son grand-père, et sentit quelque chose se briser en elle. Cette fois, ce n'était ni du chagrin, ni de la douleur. De la rage. Une rage froide et cristalline. Elle prit son téléphone et appela Édouard Beaumont. Oncle Eddy, il faut que tu ouvres la lettre scellée de mon père, celle qui parle de Julian et des droits parentaux. Il y eut un silence. Il demande la garde. Son avocat vient d'appeler. J'arrive dans 1 heure. Sophia, ton père avait tout prévu. Il t'a laissé tout ce dont tu as besoin. Fais confiance au plan. Ces mots encore. Fais confiance au plan. 1 heure plus tard, Édouard était assis dans le salon de Sophia, un épais dossier devant lui et une expression mêlant tristesse et satisfaction. Ton père savait que Julian ferait ça, dit Édouard d'une voix douce. Environ 3 semaines avant sa mort, Julian est venu lui rendre visite à l'hôpital. Tu te souviens? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas se libérer de son travail. Il est venu. C'est vrai. Était ton père, malgré sa maladie, a enregistré toute la conversation. Édouard sortit son ordinateur portable et le tourna vers Sophia. Ton père avait été très prudent. Tout avait été fait dans les règles. Un consentement unilatéral pour l'enregistrement dans une chambre d'hôpital où Julian ne pouvait espérer aucune confidentialité. L'enregistrement serait recevable devant un tribunal. Il appuya sur lecture. La vidéo montrait son père dans son lit d'hôpital, l'air fragile mais alerte. Julian entra et son attitude changea instantanément. Impatient, mal à l'aise, il consulta sa montre. « Salut Robert, comment tu te sens ?»« Comme si j'étais en train de mourir, Julian. »« Parce que c'est le cas. » La voix de son père était faible mais assurée. « D'accord. Oui. Écoute, je ne peux pas rester longtemps. J'ai un truc de travail, mais je voulais te parler de quelque chose d'important. »« Vas-y. » Julian se redressa, visiblement mal à l'aise. « Il s'agit de Sophia et du bébé. Je vais être franc avec toi. Je ne crois pas pouvoir gérer ça. Le mariage, l'enfant, tout. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. » Sophia porta la main à sa bouche. C'était 3 semaines avant la mort de son père. Alors qu'elle était encore enceinte, alors que Julian faisait encore semblant que tout allait bien. « Tu as fait un vœu de mariage, » dit son père d'une voix douce. « Dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire. » Oui, enfin, les choses changent. Sophia est différente maintenant. Elle est obsédée par ta maladie et la grossesse. Ce n'est plus la femme que j'ai épousée. Et honnêtement, si tu pars,
Je risque de devoir subvenir à ses besoins et à ceux d'un enfant avec mon seul salaire. Ce n'est pas viable. Viable? La voix de son père trahissait une colère à peine contenue. Ma fille porte votre enfant et vous parlez de viabilité comme s'il s'agissait d'une simple dépense. Je suis réaliste. Et puis, je déteste aborder ce sujet, mais avez-vous une assurance vie? Quelque chose qui pourrait aider à couvrir les frais après votre décès? Sophia se sentit mal. Elle avait demandé de l'argent à son père mourant. J'ai mieux qu'une assurance vie, Julian. J'ai la lucidité. Je vois exactement qui tu es maintenant. Et je veux que tu saches une chose. Ma fille ira bien quand je ne serai plus là. Mieux que bien. Toi, par contre, tu vas passer le reste de ta vie à regretter cette conversation. Bref, je suis juste honnête. Moi aussi. Sors de ma chambre. La vidéo s'est terminée. Edouard a fermé l'ordinateur portable. C'était le premier enregistrement. Il y en a 3 autres. Tous aussi accablants. Ton père a également engagé un détective privé qui a documenté la liaison de Julian avec Isabella. Date, heure, facture d'hôtel, tout. Et voici ce que Julian ignore. Il y a 6 semaines, avant que Julian ne demande la garde de Lila, votre père a fait envoyer une lettre à son avocat. De quel genre de lettre s'agissait-il? Une lettre lui proposant 50 000 $ en échange de la renonciation définitive et irrévocable à tous ses droits parentaux sur Lila. Plus aucun contact, plus aucune garde, plus aucun droit sur elle ni sur son héritage. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Qu'a répondu Julian? Il n'a pas répondu. Il a jeté la lettre. On le sait parce que le détective privé l'a récupérée dans ses ordures. Ton père avait prédit qu'il ignorerait une petite somme comme 50 000 $ parce qu'il finirait par comprendre que Lila vaut des milliards et qu'en refusant l'offre, Julian prouverait qu'il ne s'intéresse pas à être père, mais seulement à son héritage. Mais il ne peut pas y accéder. La fiducie est inattaquable. Il l'ignore. Il croit qu'avec la garde exclusive, il pourrait contrôler ses biens en tant que tuteur. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que votre père a désigné un administrateur indépendant, moi, qui ne peut être révoqué que par décision de justice. Même si Julian obtenait la garde, ce qui n'arrivera pas, il ne toucherait jamais un centime à l'argent de Lila. Edouard sortit la lettre scellée. Les instructions de votre père étaient claires. Si Julian demandait la garde de l'enfant, je devais vous remettre ce document et vous offrir toutes les ressources du cabinet pour le contrer. Chaque avocat, chaque détective privé, chaque expert, nous serions à votre disposition gratuitement, car votre père nous avait engagés pour 10 millions de $ précisément dans ce but. Les mains tremblantes, Sophia prit la lettre et l'ouvrit. L'écriture était plus tremblante que d'habitude. Son père était très malade lorsqu'il l'avait écrite, mais les mots étaient lisibles. Ma chérie Sophia, si tu lis ceci, Julian a révélé sa vraie nature. Il n'essaie pas d'être un père. Il essaie d'être un voleur. Il voit Lila comme un gagne-pain, comme un accès à une richesse qu'il a été trop stupide pour préserver quand il la possédait. C'est impardonnable. Alors, écoutez-moi attentivement. Soyez impitoyables. Utilisez toutes les preuves que je vous ai laissées. Démasquez-le. Protégez ma petite fille de toutes vos forces. Je sais que vous avez peur. Je sais que vous êtes épuisé. Je sais qu'une partie de vous espère encore croire que Julian a du bon en lui. Mais ma chérie, parfois, le plus grand amour que tu puisses te porter, c'est d'être impitoyable envers ceux qui menacent ton enfant. Batte-toi contre lui, détruis ses preuves, et quand ce sera fini, assure-toi qu'il n'ait plus jamais le pouvoir de faire du mal à Lila comme il t'en a fait. Tu n'es pas seul. Tu as des ressources. Tu as des preuves. Tu peux compter sur moi, même d'outre-tombe. Et tu as quelque chose que Julian n'aura jamais, la vérité. Utilise-la avec tout mon amour et ma confiance en toi, papa. PS, Isabella essaiera de l'aider. J'ai aussi laissé des preuves contre elle. Souviens-toi, ne fais preuve d'aucune pitié. Sophia lut le message 3 fois. Les larmes coulaient sur ses joues. La voix de son père résonnait dans sa tête aussi clairement que s'il était à ses côtés. Ne fais preuve d'aucune pitié. Elle leva les yeux vers Édouard. Quand aura lieu l'audience pour la garde? L'audience préliminaire est dans 2 semaines. C'est à ce moment-là que Julian présentera ses arguments pour expliquer pourquoi tu n'es pas apte. Et Isabella, elle est citée comme témoin. Apparemment, durant leur bref mariage, elle a consigné des choses qui, selon elle, te présentent sous un jour instable. Les SMS que tu as envoyés,
les publications sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Tout a dû être sorti de son contexte, j'en suis sûre, mais cela peut être préjudiciable si on ne le conteste pas correctement. Sophia se leva, sa décision prise. Oncle Eddy, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Je veux que tu offres une dernière chance à Julian, un dernier versement, plus important cette fois. Disons 500 000 pour qu'il s'en aille définitivement. Note soigneusement sa réponse. Pourquoi ? Nous avons toutes les preuves nécessaires pour le détruire. Sophia sourit. C'était le sourire de son père, celui qui disait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Parce que s'il refuse un demi-million de dollars, s'il en réclame davantage, cela prouvera qu'il ne s'intéresse pas du tout à Lila, mais à ses milliards, et que l'oncle Eddy le fera tomber au tribunal bien plus efficacement que tout ce que nous pourrions présenter. L'expression des Edouard se transforma en admiration. Ton père serait si fier de toi. Il m'a bien élevé. Sophia regarda la lettre qu'elle tenait entre ses mains. Maintenant, montrons à Julian ce qui arrive quand on menace la famille Evergreen. 2 jours plus tard, Julian reçut une lettre recommandée lui offrant 500 000 dollars pour renoncer à ses droits parentaux. Il répondit dans les 6 heures. Refusé. On se voit au tribunal. Edouard appela Sophia aussitôt. Il avait mordu à l'hameçon. Bien, dit Sophia en regardant Lila, qui dormait paisiblement dans ses bras. Maintenant, mettons fin à tout ça. La salle d'audience familiale était plus petite que Sophia ne l'avait imaginé, plus intime, ce qui, paradoxalement, rendait la situation encore plus pénible. Chaque mensonge que Julian s'apprêtait à proférer, chaque accusation que Isabella s'apprêtait à formuler se déroulait à quelques pas d'elle, si près qu'elle pouvait voir leur visage, sentir le parfum coûteux de Julian, celui qu'il n'avait jamais porté pendant leur mariage, mais qu'il avait commencé à utiliser lorsqu'il avait rencontré Isabella. Sophia était assise à la table des plaignants avec Edouard et 2 autres avocats du cabinet Evergreen & Associates. De l'autre côté de l'allée, Julian était assis avec son avocate, Elizabeth Grant, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, qui semblait avoir dévoré ses adversaires au petit déjeuner. Derrière eux, dans la galerie, se trouvait Isabella, vêtue sobrement. Robe bleu marine, maquillage discret, cheveux tirés en arrière. Elle s'efforçait de paraître comme une amie de la famille attentionnée plutôt que comme la maîtresse qui avait finalement annoncé la mort du père de sa mère. Et la juge Victoria Hamilton entra. C'était une femme noire d'une 60aine d'années, au regard bienveillant, mais réputée pour son intransigeance. Asseyez-vous. Nous sommes réunis pour l'audience préliminaire de garde d'enfants dans l'affaire Thompson contre Thompson Evergreen. Monsieur Thompson demande la garde exclusive de leur fille, Lila Rose Thompson Evergreen, âgée de 3 mois. L'avocat de Julian se leva. Madame la juge, mon client est présent aujourd'hui car il est profondément préoccupé par le bien-être de sa fille. Mademoiselle Thompson Evergreen, bien que financièrement aisée grâce à un récent héritage, est instable émotionnellement, isolée socialement et souffre potentiellement d'une grave dépression postpartum qu'elle refuse de reconnaître ou de traiter. Sophia sentit la main des Edouard sur son bras pour la soutenir. De plus, Grant poursuivit. Mademoiselle Thompson Evergreen a fait preuve d'un comportement erratique, notamment en empêchant mon client de voir sa fille, en tenant des propos dénigrants à son sujet sur les réseaux sociaux et en créant un environnement toxique qui privilégie ses propres intérêts. Votre honneur, répondit Edouard en se levant d'un pas assuré. J'aimerais aborder directement ces allégations, mais d'abord, j'aimerais préciser le contexte de l'intérêt que porte M. Thompson à sa fille. Poursuivez. Thompson a divorcé de Mademoiselle Thompson Evergreen alors qu'elle était enceinte de 6 mois, exactement 24 heures après les funérailles de son père. Il a ensuite épousé une autre femme, son ancienne maîtresse, moins de 48 heures après la finalisation du divorce. Ce mariage a duré 6 semaines avant de se terminer par un divorce. Durant les 3 premiers mois de la vie de la petite Lila, M. Thompson a demandé des visites supervisées à 2 reprises seulement, chaque visite durant moins de 30 minutes. Et il est parti prématurément à chaque fois. Et elle n'a jamais changé une couche, jamais nourri sa fille, jamais consulté de pédiatre. Jusqu'à il y a 2 semaines, lorsqu'il a déposé cette requête, il ne manifestait aucun intérêt pour la paternité. L'expression du juge Hamilton changea légèrement. Est-ce exact, monsieur Thompson? Julian se leva. Votre honneur, je voulais laisser à ma mère le temps de faire son deuil et de créer un lien avec le bébé. Je ne voulais pas m'immiscer dans une période aussi difficile.
Vous ne vouliez pas vous immiscer, répéta lentement le juge. Dans la vie de votre propre fille. Je respectais la démarche de Sophia. Je comprends. Mademoiselle Grant, quelle preuve avez-vous de l'instabilité présumée de Mademoiselle Thompson Evergreen? Grant sortit un dossier. Nous avons des documents de Mademoiselle Isabella Lee, qui a brièvement vécu avec Monsieur Thompson et a observé Mademoiselle Thompson Evergreen lors des échanges de garde. Nous avons des SMS et des publications sur les réseaux sociaux qui témoignent d'un comportement erratique. Votre honneur, interrompit Edward, je souhaite contester la crédibilité de Mademoiselle Lee en tant que témoin avant de poursuivre son témoignage. Pour quel motif? Parce que Mademoiselle Lee est la femme que Monsieur Thompson a commis l'adultère avec Mademoiselle Thompson Evergreen durant son mariage. Elle a des antécédents avérés d'hostilité envers mon client et elle a un intérêt financier direct à ce que Monsieur Thompson obtienne la garde des enfants. Le visage de Grant se crispa. Madame Lee n'a aucun intérêt financier dans cette affaire. Si, justement. Edward sortit son propre dossier. Madame Lee a déposé une demande de mise en faillite il y a 3 mois. Avec des dettes dépassant 200 000 $, elle a perdu son emploi il y a 2 mois après que le scandale de sa liaison avec Monsieur Thompson a éclaté au grand jour sur son lieu de travail. Elle est actuellement sans emploi, vit dans un appartement en sous-location, et selon des SMS que nous avons obtenus par voie d'assignation, elle et Monsieur Thompson ont discuté de ce qu'ils feraient de l'accès au fonds fiduciaire de Lila. C'est faux. Isabella s'est levée dans la salle d'audience. Asseyez-vous, s'il vous plaît, a dit sèchement le juge Hamilton. Grant, votre témoin est-elle appelée à la barre aujourd'hui? Oui, votre honneur. Appelez-la maintenant. Je veux entendre son témoignage directement. Isabella a prêté serment, la main tremblante sur la Bible. Assise à la barre, elle s'efforçait de garder son calme, mais Sophia voyait bien que des failles commençaient à apparaître. Grant commença doucement. Mademoiselle Lee, comment connaissez-vous les personnes impliquées dans cette affaire? J'ai travaillé avec Julian, alias Monsieur Thompson, au sein du groupe Hamilton Marketing. Nous sommes devenus proches et avons fini par tomber amoureux. Je sais que le moment n'était pas idéal, mais ce sont des choses qui arrivent. Et vous avez observé le comportement de Mademoiselle Thompson Evergreen? Oui. Lors des 2 échanges de garde auxquels j'ai assisté, Sophia était manifestement instable. Elle pleurait, était incohérente, tenait des propos étranges. Elle a dit à Julian qu'il regretterait tout, que le karma le rattraperait. Elle semblait paranoïaque et déconnectée de la réalité. Et ces observations vous ont beaucoup inquiété. Je suis inquiet pour la petite Lila, élevée par une personne aussi instable émotionnellement. Edward se leva pour le contre-interrogatoire et son sourire était glaçant. Mademoiselle Lee, vous avez dit que vous et Monsieur Thompson étiez tombés amoureux. Quand exactement cette histoire d'amour a-t-elle commencé? Il y a environ 8 mois. 8 mois. Et quand le père de Mademoiselle Thompson Evergreen a-t-il été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale? Le visage de Isabella pâlit légèrement. Je ne sais pas exactement. C'était il y a 9 mois. Votre liaison a donc commencé alors que le père de Mademoiselle Thompson Evergreen était mourant et qu'elle était enceinte de l'enfant de Monsieur Thompson. C'est bien cela? Ce n'était pas prévu. Oui ou non, s'il vous plaît? Oui. Et vous avez assisté aux obsèques du père de Mademoiselle Thompson Evergreen, n'est-ce pas? Brièvement, oui, pour soutenir Julian. Pour le soutenir aux obsèques du père de son épouse, dont il était séparé. Quelle délicatesse! Le ton des Edward était cinglant. Pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez dit lorsque le moniteur cardiaque de Monsieur Robert Thompson a affiché un tracé plat? Les yeux de Isabella s'écarquillèrent. Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas? Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Edward sortit un document. Nous avons les témoignages de 3 infirmières présentes aux soins intensifs cette nuit-là. Tous 3 ont rapporté indépendamment avoir entendu une femme correspondant à votre description prononcer le mot « enfin » lorsque le décès de Monsieur Thompson a été constaté. Niez-vous avoir dit cela? Un silence de mort s'est abattu sur la salle d'audience. Même Julian semblait choqué. Je ne le pensais pas. Mes propos ont été sortis de leur contexte, balbutia Isabella. Quel contexte rendrait le mot « enfin » approprié lorsqu'un homme bon meurt? Je voulais simplement dire que ses souffrances étaient terminées. Ses souffrances, bien sûr. Edward sortit un autre document. Mademoiselle Lee,
vous avez témoigné avoir observé mademoiselle Thompson Evergreen lors des échanges de garde. Combien y en a-t-il eu? 2, comme je l'ai dit. Et les 2 ont eu lieu à l'appartement de monsieur Thompson où vous viviez à l'époque, n'est-ce pas? Oui. L'appartement que vous partagiez avec lui en tant que maîtresse, puis épouse pendant 6 semaines, puis ex-femme après votre divorce. Est-il juste de dire que vous aviez tout intérêt à ce que mademoiselle Thompson Evergreen paraisse instable durant ces échanges? Je ne faisais qu'observer. Vous ne faisiez qu'observer la femme dont vous aviez volé le mari, dont le père venait de mourir, qui venait d'accoucher, et vous attendiez d'elle quoi? Qu'elle soit joyeuse, calme, parfaitement rationnelle. Grant se leva. Objection. Argumentative. Admise. Reformulée, Monsieur Beaumont. Édouard acquiesça. Mademoiselle Lee, avez-vous déjà dit à Monsieur Thompson que s'il obtenait la garde de Lila, vous pourriez vous remettre ensemble et vivre la vie que vous méritez? Isabella pâlit. Comment avez-vous? Est-ce un oui? Nous avons évoqué des possibilités, mais... Et ces possibilités incluaient-elles l'accès à l'héritage de Lila? Nous ne l'avons jamais dit explicitement, mais vous en avez parlé. Oui ou non? Isabella regarda Julien avec désespoir, mais il fixait la table, le visage impassible. Nous avons discuté du fait que la garde permettrait à Julien de prendre des décisions financières pour elle. Oui. Des décisions financières pour un bébé de 3 mois. Intéressant. Édouard sortit son téléphone. Votre honneur, j'aimerais vous faire écouter un enregistrement obtenu légalement grâce à une assignation à comparaître concernant les relevés téléphoniques de Madame Lee. Il s'agit d'un message vocal qu'elle a laissé à Monsieur Thompson, 2 semaines avant de déposer sa demande de garde, appuya sur lecture. La voix de Isabella résonna dans la salle d'audience, légèrement ivre et amère. Julien, je sais que tu ne réponds pas à mes appels, mais tu dois m'écouter. Ta fille possède des milliards. Tu te rends compte? Des milliards. Et tu laisses Sophia l'élever, la laisser tout contrôler, alors que tu pourrais avoir la garde. Tu pourrais prendre des décisions concernant cet argent. On pourrait tout arranger. Ma faillite, tes dettes, tout. Tu dois te battre pour la garde. N'importe quel juge accorderait à un père des droits parentaux sur son enfant. Rappelle-moi. Il faut qu'on en parle. La salle d'audience a explosé de joie. La juge Hamilton a frappé du marteau. Julien semblait vouloir disparaître sous terre. Isabella pleurait à chaudes larmes, son calme habituel complètement anéanti. Mademoiselle Lee, dit Édouard d'une voix douce. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui se soucie du bien-être d'un enfant ou à quelqu'un qui se soucie de son compte en banque? J'essayais juste d'aider. Servez-vous de l'héritage d'un bébé de 3 mois. Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Isabella a pratiquement quitté la barre des témoins en courant, se précipitant hors de la salle d'audience en larmes. Julien est resté figé, réalisant trop tard que la présence de Isabella avait anéanti toute crédibilité qu'il aurait pu avoir. Le juge Hamilton a regardé Grant. Avez-vous d'autres témoins? Nous avons Monsieur Thompson lui-même, votre honneur. Appelez-le. Julien a témoigné, a prêté serment, l'air nettement moins sûr de lui qu'1 heure auparavant. Grant a tenté de rattraper le coup. Monsieur Thompson, pouvez-vous m'expliquer votre relation avec votre fille? J'aime Lila. C'est ma fille. Je veux faire partie de sa vie. Et pourquoi demandez-vous la garde maintenant? Parce que je suis inquiet pour la santé mentale de Sophia. Elle s'isole. Elle souffre. Et je pense que Lila serait mieux avec moi. Édouard s'est présenté pour le contre-interrogatoire, et Sophia a vu le prédateur en lui. Maintenant, Monsieur Thompson, vous avez témoigné que vous aimez votre fille. Quelle a été votre contribution à sa naissance? Que voulez-vous dire? Les frais d'hospitalisation, les soins prénataux, les articles pour bébé. Combien? Julien se tortilla, mal à l'aise. Sophia avait une assurance via la succession de son père. Donc, $0. C'est bien ça? Je traversais une période financière difficile. Une période qui comprenait un mariage à $30 000 avec Mademoiselle Lee. Vous aviez l'argent pour ça, mais pas pour la naissance de votre fille. C'était différent. En effet. Monsieur Thompson, connaissez-vous le nom du pédiatre de votre fille? Julien resta sans voix. C'est moi, Sophia, qui gère tout ce qui est médical. Et son jouet préféré, son rythme de sommeil, ses vaccins?
Je n'ai pas accès à ces informations. Vous ne les avez pas demandées. En 3 mois, vous n'avez assisté à aucun rendez-vous chez le pédiatre, vous n'avez donné aucun biberon la nuit, vous n'avez changé aucune couche, et maintenant vous voulez la garde exclusive. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Parce que je suis son père. Vous êtes son père biologique. Mais monsieur Thompson, permettez-moi de vous poser une autre question. Il y a 3 semaines, on vous a offert 500 000 $ pour renoncer à vos droits parentaux. Vous avez refusé. Pourquoi? Parce que ma fille n'est pas à vendre. Intéressant. Car 2 semaines auparavant, on vous avait offert 50 000 $ pour la même chose. Vous avez complètement ignoré cette offre. Pouvez-vous expliquer pourquoi 50 000 ne suffisait pas, et que 500 000 ne suffisait toujours pas? L'avocate de Julian commença à protester, mais Julian la coupa, emporté par la colère. Parce que je connais la valeur de ma fille. Elle va hériter de milliards et je suis son père, j'ai donc des droits. Il s'arrêta, réalisant la portée de ses paroles. Un silence pesant s'installa dans la salle d'audience. Édouard sourit. Donc, il s'agit d'argent. Merci pour ces précisions, votre honneur. Je souhaite verser au dossier l'enregistrement dont nous avons parlé précédemment, celui où monsieur Thompson rend visite à son beau-père mourant et s'enquiert du montant de l'assurance vie. Objection. Madame Grant s'est levée. Cet enregistrement est préjudiciable. Il est directement lié aux motivations de monsieur Thompson. Monsieur le juge, cet homme a demandé à son beau-père mourant s'il y avait de l'argent pour alléger le fardeau financier que représente la prise en charge de sa femme enceinte. Le tribunal doit savoir à qui nous avons réellement affaire, a estimé le juge Hamilton. Je l'autorise. Diffusez l'enregistrement. La salle d'audience, pétrifiée d'horreur, écoutait la voix de Julian résonner dans le silence. Il interrogeait Robert Thompson sur l'assurance vie, qualifiait Sophia et le bébé d'insoutenable et traitait son beau-père mourant comme un distributeur automatique de billets potentiels. À la fin de son intervention, le juge Hamilton lança à Julian un regard de dégoût non dissimulé. Monsieur Thompson, je suis juge aux affaires familiales depuis 17 ans. J'ai vu des parents se disputer la garde de leurs enfants pour de nombreuses raisons, certaines nobles, d'autres mesquines, d'autres encore mal avisées. Mais jamais, de toute ma vie, je n'ai vu quelqu'un d'aussi ouvertement motivé par l'appât du gain que vous en ce moment. Monsieur le juge, j'aime ma fille. Vous aimez son héritage. Il y a une différence. Avez-vous la moindre preuve que mademoiselle Thompson Evergreen soit réellement une mauvaise mère? Ni le fait qu'elle soit en deuil, ni qu'elle soit fatiguée, ni même qu'elle vous ait bloqué sur les réseaux sociaux après votre mariage avec votre maîtresse. Des preuves concrètes d'inaptitude? Julian regarda son avocat avec désespoir. Grant se leva. Votre honneur, nous prenons en compte l'ensemble des circonstances. L'ensemble des circonstances me montre une jeune femme qui a perdu son père, a été abandonnée par son mari, a accouché seule et élève son enfant avec dignité malgré tout. Et cela me montre un homme qui a ignoré sa fille pendant 3 mois, a refusé des accords financiers raisonnables et ne s'est intéressé à son rôle de père que lorsqu'il a appris l'existence de son héritage. Le juge Hamilton referma le dossier devant elle. Thompson, je rejette votre demande de garde. De plus, j'ordonne une évaluation psychologique avant même que vous puissiez bénéficier d'un droit de visite supervisé. Et je transmets ce dossier au service des enquêtes pour fraude du tribunal, car je crois que vous avez déposé cette demande de mauvaise foi, dans le but d'accéder aux finances d'un enfant mineur. Julian devint livide. Monsieur le juge, l'affaire est close. Mademoiselle Thompson Evergreen conserve la garde exclusive. Monsieur Thompson, vous avez de la chance que je ne vous poursuive pas pour outrage au tribunal, pour avoir fait perdre son temps à cette cour. L'audience est levée. Le coup de marteau retentit comme un coup de feu. Sophia resta immobile, retenant son souffle tandis que la réalité s'imposait à elle. Elle avait gagné. Son bébé était sain et sauf. Julian se tenait là, chancelant. Son avocat lui murmurait des mots urgents, mais il n'écoutait pas. Il fixait Sophia d'un regard qu'elle ne lui avait jamais vu. Un désespoir absolu. Édouard se pencha vers lui. Ton père serait si fier de toi. Sophia hocha la tête, la gorge nouée. Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la sortie où son service de sécurité l'attendait pour la raccompagner chez Lila. Alors qu'elle croisait Julian dans l'allée, il lui attrapa le bras. Sophia, attends. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. J'ai paniqué à cause de l'argent, mais j'aime Lila. S'il te plaît,
Ne me rejette pas complètement. Sophia regarda sa main sur son bras, puis son visage, et chaque instant lui revint en mémoire. La chambre d'hôpital où son père était mort pendant que Julian envoyait des textos sur le travail, le tribunal où il avait épousé Isabella alors que Sophia était encore sous le choc du chagrin, et les 3 mois de la vie de Lila qu'il avait complètement ignoré, elle retira son bras. Tu as raison sur un point, Julian. Tu as fait une erreur. En fait, tu en as fait plusieurs. Mais la plus grave, c'est d'avoir cru que j'étais faible. D'avoir cru que j'allais craquer. Penser que ma fille était un trophée que l'on pouvait s'approprier à sa guise. Sa voix était calme, d'un calme glacial. Mon père m'a appris une leçon importante. La clémence est réservée à ceux qui la méritent, et pas à moi. Elle quitta la salle d'audience, le laissant là, brisé et seul. Dehors, le soleil de l'après-midi brillait d'une lumière crue, presque aveuglante après la pénombre du tribunal. Sophia se tenait sur les marches du tribunal, respirant l'air printanier, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Son téléphone vibra. Un message de la nounou. Lila venait de se retourner pour la première fois. Elle est si forte, comme sa maman. Sophia sourit à travers ses larmes, levant les yeux vers le ciel, imaginant son père, quelque part là-haut, lui sourire en retour. On a réussi, papa, murmura-t-elle. On a gagné. Mais même en prononçant ces mots, elle ignorait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Car Isabella, humiliée et désespérée, s'apprêtait à commettre un acte qui obligerait Sophia à déployer tout le pouvoir de son héritage, d'une manière qui choquerait toute la ville. Sophia pensait que la victoire au tribunal marquait la fin de l'histoire. Elle pensait que Julian et Isabella, rongés par la honte, panseraient leur plaie en privé et la laisseraient élever Lila en paix. Elle se trompait. 3 semaines après l'audience pour la garde, un mardi matin tranquille, alors que Sophia donnait le biberon à Lila dans sa chambre, son téléphone fut inondé de notifications. Messages et courriels s'enchaînaient, inondant son écran d'alerte. La première la glaça d'effroi. Urgent. La milliardaire Iris Sophia Thompson Evergreen fait l'objet d'une enquête pour mise en danger d'enfant. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber Lila. D'une main tremblante, elle cliqua sur le lien. L'article, publié sur un site d'actualité à sensation, était détaillé, virulent et s'est propagé à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Il affirmait que Sophia avait été photographiée laissant Lila seule dans une voiture pendant qu'elle faisait du shopping dans une boutique de luxe. Les voisins avaient rapporté avoir entendu le bébé pleurer pendant des heures dans sa maison de ville sans que personne ne réponde. On lui avait dit qu'elle avait été vue en train de boire de l'alcool tout en allaitant, que les services de protection de l'enfance avaient ouvert une enquête. Tout était mensonge. Mais les photos semblaient authentiques. Une femme qui ressemblait à Sophia, même coiffure, même silhouette, déposant un bébé dans un siège auto, visible par la fenêtre. Horodatée, géolocalisée, apparemment irréfutable. Le téléphone de Sophia sonna. Edouard, ne panique pas, dit-il aussitôt. C'est Isabella. On le sait déjà. Les photos sont truquées. On a demandé à la police scientifique de les analyser. Les signalements au service de protection de l'enfance proviennent de téléphones jetables qu'on est en train de retracer. C'est une attaque coordonnée. Pourquoi ferait-elle ça? La voix de Sophia se brisa. Elle avait déjà perdu. La procédure pour la garde était terminée. Parce qu'elle est désespérée. Elle a tout perdu, son travail, sa réputation, ses affaires. Et elle vous tient pour responsable. Sophia, il faut qu'on prenne les devants. Je convoque une conférence de presse d'urgence cet après-midi. On va révéler qui est derrière tout ça et pourquoi. Une conférence de presse. Oncle Eddie, je n'ai jamais rien fait de tel. Je ne sais pas comment m'y prendre. Tu sais dire la vérité. C'est tout ce que tu as à faire. Ton père t'a laissé des ressources pour une raison, Sophia. Il est temps de les utiliser. 4 heures plus tard, Sophia se tenait derrière un podium dans les bureaux de Evergreen & Associates. Tous les grands médias de la ville étaient représentés, caméras allumées, journalistes mitraillant de questions. Elle portait une simple robe bleu marine, un maquillage discret, et tenait un dossier contenant des preuves qui allaient anéantir à jamais la crédibilité de Isabella Lee. Edouard se tenait à ses côtés, accompagné de 2 avocats et d'un expert en criminalistique numérique. La voix de Sophia trembla d'abord, puis s'affirma au fur et à mesure qu'elle parlait. Je m'appelle Sophia Thompson Evergreen et ce matin, à mon réveil,
j'ai découvert que j'étais accusée de mise en danger d'enfants sur la base de preuves fabriquées de toutes pièces et de mensonges malveillants. Je suis ici aujourd'hui pour rétablir la vérité et dénoncer la personne responsable de cette attaque. Elle a sorti le premier document. Ces photos, censées me montrer en train de laisser ma fille dans une voiture, ont été retouchées numériquement. Notre équipe de police scientifique a confirmé que mon visage a été superposé sur le corps d'une autre femme. Les métadonnées indiquent que les photos originales ont été prises il y a 6 mois, avant même la naissance de ma fille. Les modifications ont été effectuées depuis une adresse IP enregistrée au nom de Isabella Lee, la même femme qui a témoigné lors de mon audience de garde il y a 3 semaines. Des murmures parcoururent la presse. Les signalements anonymes au service de protection de l'enfance, poursuivit Sophia, d'une voix désormais assurée. Ils provenaient de 3 téléphones jetables, tous achetés dans le même magasin d'électronique de Brooklyn avec une carte de crédit appartenant à Madame Lee. Nous possédons des images de vidéosurveillance la montrant effectuer ses achats. Elle fit un signe de tête à son équipe, qui commença à distribuer des dossiers aux journalistes. Vous trouverez dans vos dossiers la documentation complète de la campagne de harcèlement menée par Madame Lee contre moi ces 4 derniers mois. De faux comptes sur les réseaux sociaux ont été créés pour répandre des rumeurs à mon sujet. Des courriels ont été envoyés aux membres du conseil d'administration de ma fondation, m'accusant de détournement de fonds. Des appels anonymes au pédiatre de Lila m'accusaient de maltraitance envers ma fille. Tous remontaient à Madame Lee. Un journaliste s'est levé. Pourquoi a-t-elle fait ça? Quel est son mobile? Le visage de Sophia s'est durci. Madame Lee a eu une liaison avec mon ex-mari pendant que mon père était mourant et que j'étais enceinte. Elle l'a incité à divorcer et à l'épouser, ce qu'il a fait 24 heures après les funérailles de mon père. 6 semaines plus tard, lorsque leur mariage a volé en éclats, elle l'a incité à demander la garde de ma fille, non par souci du bien-être de Lila, mais parce qu'elle pensait que contrôler ma fille leur donnerait accès à son héritage. Suite à l'échec retentissant de cette procédure, Madame Lee a apparemment décidé de s'en prendre à ma réputation. Que voulez-vous qu'il lui arrive? A lancé un autre journaliste. Je veux qu'elle réponde de ses actes. Je porte plainte au civil pour diffamation, harcèlement et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Je porte également plainte au pénal pour falsification de preuves et fausses déclarations aux autorités. Je vais m'assurer que toutes les personnes qu'elle a tenté de tromper sachent exactement qui elle est et ce qu'elle a fait. La conférence de presse a duré encore 30 minutes, durant lesquelles Sophia a calmement déconstruit chaque mensonge, présenté chaque preuve et démontré précisément ce qui s'était passé lorsqu'on s'en était pris à la famille Evergreen. Le soir même, la situation avait complètement basculé. Le tabloïd qui avait publié l'article initial a présenté ses excuses et fait une rétractation. Les réseaux sociaux de Isabella ont été inondés de messages indignés, et le bureau du procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle. Mais Sophia n'en avait pas fini. 2 jours plus tard, elle a tenu une autre conférence de presse. Cette fois-ci, pour annoncer quelque chose qui allait marquer son histoire bien plus qu'une bataille pour la garde de ses enfants ou une quelconque vengeance. Quand mon père est décédé il y a 6 mois, dit Sophia, debout devant un immeuble du quartier où elle avait grandi, il m'a laissé bien plus que de l'argent. Il m'a laissé une mission. Il voulait que j'aide les femmes qui se sentaient impuissantes, abandonnées, seules. Des femmes comme je l'étais il y a 6 mois, en deuil, enceinte et terrifiée. Aujourd'hui, j'annonce l'ouverture du centre Robert Evergreen pour les femmes et les enfants. Elle désigna le bâtiment derrière elle, une magnifique maison de ville rénovée, accessible à tous, avec de grandes fenêtres et une entrée accueillante. Ce centre offrira des services juridiques gratuits aux femmes en instance de divorce ou de bataille pour la garde d'enfants, des services de garde d'enfants gratuits pour les mères célibataires qui tentent de travailler ou d'étudier, un soutien psychologique gratuit pour les femmes confrontées au deuil, à un traumatisme ou à une dépression postpartum, des formations et des services d'insertion professionnelle gratuits, ainsi qu'un hébergement d'urgence pour les femmes fuyant des situations dangereuses. Les flashs des appareils photo crépitèrent tandis elle poursuivit d'une voix forte. Nous allons ouvrir 10 de ces centres dans toute la ville au cours de l'année prochaine, grâce au financement de la fondation Thomson Evergreen, qui s'est engagée initialement à hauteur de 200 millions de dollars. Aucune femme ne devrait avoir à affronter seule ce que j'ai vécu, et aucun enfant ne devrait souffrir du manque de ressources de sa mère. Une journaliste leva la main. Est-ce une réponse à ce que Isabella Lee a essayé de te faire? Sophia sourit. Non, c'était prévu depuis le début.
Mon père a tout mis en œuvre avant de mourir. Mais ce que mademoiselle Lee a tenté de faire m'a rappelé une chose importante. La meilleure réponse à ceux qui cherchent à te détruire n'est pas la destruction, mais la création. Elle voulait me détruire. Au lieu de cela, je vais bâtir quelque chose qui nous survivra tous. Les centres ont ouvert leurs portes 3 mois plus tard, face à une demande massive. Dès la première semaine, ils ont aidé 53 femmes. À la fin du premier mois, ce nombre s'élevait à 212 points à la fin de l'année. Les centres Robert Evergreen avaient aidé plus de 3000 femmes et enfants dans toute la ville. Et Sophia a fait une découverte inattendue, la guérison. Chaque femme qu'elle a aidée, chaque enfant à qui elle a offert un refuge, chaque mère qui est entrée dans son centre terrifiée et en est ressortie avec un projet et de l'espoir. Chacune d'elles a pansé une petite partie de la blessure laissée par Julian et Isabella. Elle ne le faisait plus par vengeance. Elle le faisait parce que c'était important. Parce que son père lui avait appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce qu'on garde, mais dans ce qu'on donne. 1 an après la bataille pour la garde de son enfant, Sophia était assise dans son bureau au Evergreen Center, le centre phare de la ville, en train d'examiner des demandes de subvention, lorsque son assistante frappa à sa porte. « Quelqu'un souhaite vous voir. » Pas de rendez-vous. Il dit s'appeler Julian Thompson. Sophia reste figée sur les papiers. Dis-lui que je suis occupée. C'est fait. Il dit qu'il attendra le temps qu'il faudra. Sophia soupira. Elle pourrait le faire expulser. Elle devrait le faire expulser, mais quelque chose l'intriguait. Bon, donnez-moi 5 minutes, et ensuite faites-le entrer. Julian entra, l'air complètement défait. Son costume était un prêt-à-porter, non fait sur mesure. Son visage était tiré, fatigué. Il avait maigri, et pas de façon saine. Merci de me recevoir, dit-il d'une voix basse, debout, un peu gauche, près de la porte. Vous avez 5 minutes. De quoi voulez-vous vous excuser? Je sais que ça ne veut rien dire. Je sais qu'il est trop tard, mais je dois le dire quand même. Il prit une inspiration. J'ai détruit tout ce qui était bon dans ma vie, en courant après des choses futiles. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai essayé de prendre Lila non pas par amour, mais par cupidité et par désespoir. Et j'ai laissé Isabella me convaincre de faire des choses terribles parce que j'étais trop faible pour réfléchir par moi-même. C'est tout? Je voulais aussi te dire que tu avais raison sur toute la ligne et que ton père avait raison à mon sujet. Je n'étais pas à la hauteur. Ni pour toi, ni pour Lila, ni pour la vie que tu méritais. Je le comprends maintenant. Sophia l'observa. Cet homme qu'elle avait aimé n'était plus qu'un étranger, porteur d'excuses dont elle n'avait pas besoin. Que veux-tu de moi, Julian? Le pardon? L'absolution? Rien. Je ne veux rien de Théo. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu et que je suis désolée. Bon, c'est dit. Maintenant, va-t'en. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Lila a de la chance de t'avoir comme mère. Ton père savait ce qu'il faisait en vous protégeant toutes les deux. Une fois partie, Sophia resta assise en silence, attendant de ressentir quelque chose. Satisfaction, soulagement, voire pitié. Mais elle ne ressentait que de la lassitude. Lassitude de Julian. Lassitude du passé. Lassitude de lui accorder une place qu'il ne méritait plus. Elle sortit son téléphone et regarda la photo prise le matin même. Lila, à 14 mois, faisant ses premiers pas dans la chambre que son grand-père avait aménagée, riant de joie. C'était tout ce qui comptait. Ni les regrets de Julian. Ni les plans de vengeance de Isabella. Ni les milliards à la banque. Juste ça. Sa fille, en bonne santé, heureuse et aimée plus que tout. Le téléphone de Sophia vibra. Un message d'une des directrices du centre. Elle venait d'aider une mère à obtenir la garde d'urgence de ses enfants, victime d'un ex-conjoint violent. Elle pleurait de soulagement. Merci d'avoir rendu cela possible. Sophia sourit. Voilà ce que son père avait voulu dire par « vraie richesse ». 6 mois plus tard, Isabella Lee fut reconnue coupable de fausses déclarations et condamnée à des travaux d'intérêt général et à une mise à l'épreuve. Elle se déclara en faillite pour la 2e fois et déménagea dans un autre état. Sophia apprit qu'elle travaillait dans le commerce de détail en Ohio, vivait chez sa mère, tentait de reconstruire une vie qu'elle avait gâchée, courant après un argent qui ne lui avait jamais appartenu. Julian, quant à lui, sombra dans l'oubli.
Il accepta un emploi dans une plus petite entreprise, eut quelques relations amoureuses, sans jamais s'engager sérieusement, et devint l'un de ces hommes dont la gloire fut précoce, et qui passèrent le reste de leur vie à se demander ce qui aurait pu être. Il versait la pension alimentaire à temps chaque mois, non pas par obligation légale, mais parce que c'était le seul rôle parental dont il était capable. Sophia les déposait sur un compte d'épargne pour les études de Lila, non par besoin, mais parce que sa fille méritait de savoir que son père faisait au moins un effort. Et Sophia est devenue exactement celle que son père avait toujours su qu'elle pouvait être. Pour le 2e anniversaire de Lila, la fondation Thomson Evergreen était présente dans 15 villes. Elle avait aidé plus de 10 000 femmes et enfants. Elle avait fait évoluer les lois, influencé les politiques publiques et créé un modèle de soutien communautaire que d'autres organisations ont commencé à reproduire. Sophia a fait la une du magazine Time, figurant parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde philanthropique. Forbes l'a qualifiée de milliardaire qui révolutionne le soutien aux familles en difficulté aux États-Unis. Elle a prononcé des discours lors de conférences, témoigné devant le Congrès et mobilisé toutes ses ressources et son influence pour qu'aucune femme ne se sente aussi seule qu'elle l'avait été ce jour-là au tribunal, en assistant à la signature des papiers du divorce par Julian. Mais ses moments préférés restaient les plus simples. Lire des histoires à Lila avant de dormir, enveloppée dans la vieille veste de son père qui portait encore légèrement son odeur. Apprendre à sa fille à être gentille, généreuse et forte, lui montrer le portrait de son grand-père en uniforme de concierge et lui dire « Voilà à quoi ressemble la vraie réussite. Pas l'argent, le caractère. » Pour le 5e anniversaire de la mort de son père, Sophia emmena Lila au cimetière. Sa fille avait 5 ans maintenant, vive et curieuse, pleine de questions. « Maman, pourquoi allons-nous voir grand-père Robert s'il est au ciel ? » « Parce que son corps est ici, ma chérie, et nous voulons lui rendre hommage. Nous voulons le remercier. » Merci. Pourquoi ? Sophia s'agenouilla près de sa fille, caressant du bout des doigts la pierre tombale où l'on pouvait lire « Robert Evergreen Thomson, concierge, père, héros. Merci de m'avoir appris que ceux qui nous quittent nous laissent simplement la place de devenir qui nous étions destinés à être. Merci de nous avoir protégés même après son départ. Et merci de m'avoir montré que le vrai pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans la construction d'une vie si belle qu'elle en devient insignifiante. » Lila ne comprenait pas tout à fait, mais elle hocha la tête gravement et déposa les roses jaunes qu'elles avaient apportées sur la tombe de son grand-père. Sur le chemin du retour vers la voiture, Lila glissa sa petite main dans celle de sa mère. « Maman, quand je serai grande, je veux aider les gens comme toi. » Sophia serra la main de sa fille, les larmes aux yeux. « Alors tu le feras, ma chérie, car c'est ce que font les Evergreen. Nous n'héritons pas seulement d'argent, nous héritons d'une vocation. » Ce soir-là, après que Lila se soit endormie, Sophia était assise dans son bureau, les yeux rivés sur la lettre que son père avait écrite 5 ans plus tôt. Celle qui disait « Ne montrez aucune pitié ». Elle l'avait d'abord mal comprise. Elle avait cru que cela signifiait « Détruisez-les. Faites-les souffrir. Et vengez-vous. » Mais maintenant, elle comprenait ce que son père voulait vraiment dire. Ne montrez aucune pitié à cette voix intérieure qui vous dit « Tu n'es pas assez bien. » Ne montrez aucune pitié à ceux qui cherchent à vous limiter, à vous rabaisser, à vous voler. Ne montrez aucune pitié aux systèmes qui maintiennent les femmes impuissantes, mais montrez-vous une immense, infinie, sans borne miséricordieuse. Avoir la possibilité de faire son deuil, la possibilité de guérir, la possibilité de bâtir la vie qu'on mérite plutôt que celle que les autres ont tenté de nous imposer. Voilà la véritable victoire. Non pas qu'elle ait détruit Julian et Isabella, même si elle l'avait fait complètement, mais qu'elle ait construit quelque chose de si significatif, de si puissant, de si transformateur qu'il n'avait plus aucune importance. Ils avaient essayé de tout lui prendre. Au lieu de cela, il lui avait donné la liberté de devenir extraordinaire. Et tandis que Sophia éteignait la lumière et s'assurait une dernière fois que Lila allait bien avant d'aller au lit, elle murmura dans l'obscurité « Merci, papa, pour tout. Je comprends enfin ce que tu essayais de m'apprendre depuis le début. » Dehors, par sa fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, emplies de femmes dont elle avait transformé la vie, d'enfants dont elle avait assuré l'avenir, et d'un héritage qui leur survivrait tous. Julian avait quitté une milliardaire pour un mirage. Isabella avait anéanti une femme qu'elle croyait faible. Et Sophia. Sophia avait hérité de 5 milliards et avait utilisé chaque centime pour prouver que la meilleure vengeance n'est pas la vengeance elle-même. Elle devient si puissante, si déterminée,
si entière que ceux qui ont essayé de vous briser ne peuvent même plus atteindre la vie que vous avez construite. Voilà à quoi ressemble la vraie richesse. Et Sophia Thompson Evergreen l'a enfin compris, magnifiquement, pleinement. Dernière interaction avec le spectateur. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà vu quelqu'un quitter votre vie pour ensuite réaliser que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Avez-vous déjà été trahi par une personne en qui vous aviez confiance, pour finalement découvrir que cette trahison avait ouvert la voie à quelque chose de mieux? Ou avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous a blessé assumer les conséquences de ses actes et ressenti non pas de la colère, mais de la paix? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux tout savoir sur le Julian ou la Isabella de votre vie et comment vous avez surmonté cette épreuve. Car l'histoire de Sophia n'est pas seulement la sienne. C'est celle de tous ceux à qui l'on a un jour dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur et qui ont dû prouver au monde entier le contraire. Et voici ma question. Si vous héritiez de 5 milliards demain, qu'en feriez-vous? Vivrez-vous dans le luxe? Créeriez-vous une entreprise? Changeriez-vous votre communauté? Dites-le moi dans les commentaires. Soyez précis. Parce que les rêves ne deviennent réalité que lorsqu'on les exprime à voix haute. D'où regardez-vous cette vidéo? Êtes-vous à Logo, en train de la regarder à 2 heures du matin alors que vous devriez dormir? Êtes-vous à New York, en train de l'écouter dans les transports? Londres, Dubaï, Manille, Tokyo? Indiquez votre ville dans les commentaires. Je suis curieux de voir jusqu'où l'histoire de Sophia a voyagé à travers le monde. Écoutez. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait pleurer, applaudir ou croire que les bonnes personnes peuvent triompher, abonnez-vous immédiatement. Vraiment, cliquez. Et voici le plus important, activez les notifications, car je publie des histoires comme celle-ci chaque semaine. Des histoires de karma, de justice, de gens qui pensaient s'en tirer à bon compte jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Et si vous n'avez pas activé les notifications, YouTube ne vous avertira pas de la sortie de la prochaine vidéo, et vous risquez de la rater. Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que la meilleure des vengeances est de bien vivre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur ne dépend pas de ceux qui l'ont laissé tranquille. Souviens-toi de ce que le père de Sophia lui a appris. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais pauvre. Tu n'es jamais impuissante. Tu ne le sais peut-être pas encore. Merci d'avoir regardé. Et souviens-toi, ceux qui te sous-estiment te rendent service.